En Corse, après l'enlèvement d'une commerçante lundi à Ajaccio, l'appel de son mari au ravisseur, la rançon de 600 000 francs est prête, dit-il. La justice devrait se doter d'une cellule spécialisée pour traiter de la grande délinquance financière, de nouveaux moyens que les magistrats réclamaient ces derniers temps. Le RPR, lors de son Conseil national, entame sa rénovation. Philippe Séguin appelle à la mobilisation à 3 mois des régionales. Invité de cette édition, Nicolas Sarkozy, porte-parole du RPR. Le parti devrait d'ailleurs être rebaptisé le Rassemblement. Après le sommet de Kyoto, reportage en Chine avec cette initiative des élèves de terminale qui participent à la surveillance de l'effet de serre, une démarche surprenante et inattendue. Et puis de la musique enfin, celle de Bob Marley, celui que l'on surnommait le roi Rasta, prince du reggae, sorti des inédits de l'artiste pendant les années difficiles. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose d'ouvrir ce journal avec, dans le centre de Rennes, les traditionnels achats chez les commerçants. Là aussi, Noël se prépare activement. Jacques Deveau. Là, cet après-midi, oui, il y a beaucoup de monde. Le Père Noël et les Rennais sont dans les rues commerçantes et cela se voit. À 10 jours des fêtes, la course aux cadeaux a bien démarré. On ne sait plus quoi trop offrir à la fin. C'est bon ça. On tourne. On cherche l'originalité un peu. Un peu, on essaye, oui, mais c'est dur. Oula, il n'y a plus qu'à choisir la couleur. Je peux t'en faire d'autres, mais t'as pas cette choix. Et si on a parfois du mal à se décider, à en juger par la fréquentation des magasins, les affaires marchent bien. Le chaland ne fait pas que regarder, il achète aussi. Moi, c'est mon deuxième Noël, donc et apparemment, ça me semble tout à fait bien, en mouvement. Et puis là, les gens se préparent plus tôt que d'habitude, c'est l'impression que ça me donne. Au magasin de disques, il faut prendre son mal en patience pour passer à la caisse. Le disquaire ne va pas s'en plaindre, c'est bon pour le chiffre d'affaires. Par rapport aux autres mois, c'est triple, quadruple, oui, c'est ça à peu près. Ouais. C'est un mois qu'il ne faut pas rater, quoi. Ah, pas du tout, non. Pour les commerçants installés depuis longtemps, le Noël 97 s'annonce comme les autres. C'est toujours à peu près la même chose, hein. C'est des périodes de pointe quand même. Hein. Pour les cadeaux de fin d'année, non. Il n'y a pas d'évolution. Enfin, moi, je ne remarque pas d'évolution particulière. Hein. Ça a toujours été comme ça. Hein. S'il est encore trop tôt pour tirer un bilan, les affaires s'annoncent plutôt bonnes pour les commerçants. Les achats ont bien démarré. D'ailleurs, des Pères Noël ont déjà commencé leur travail. À Paris, l'émerveillement des enfants devant les vitrines des jouets à quelques jours de Noël. Comme chaque année à pareille époque, les grands magasins pris d'assaut. Chose vue avec Jean Pézieux et Vincent Bouffartigue. La joie des enfants devant les vitrines de Noël. Une attraction qui rencontre toujours le même succès. Voici Big Ben à Londres. Avec les jouets en peluche, un clin d'œil britannique pour dépayser les enfants. Rayon cadeaux, c'est l'explosion pour les jeux vidéo chez les garçons. Thème favori, les combats et les courses automobiles. Quel âge a votre fils 14 ans. Et alors là, vous avez une idée du budget? Oui. Combien? Le 1600. 2600. 1600. Ah, 1600. 1600. Ça vous paraît cher? C'est pas mal, mais enfin bon, c'est Noël, hein. On achète, on dépense, on regarde pas dans ces moments-là. Chez les filles, jusqu'à 12-13 ans, les poupées restent la valeur Combien sûre. coûtent ces poupées? 99 francs, les petites poupées avec celle-ci et celle-ci aussi. Et votre choix est fait, ça y est? C'est pour aujourd'hui, oui, un petit cadeau avant Noël. Pour les jeunes filles, Noël, c'est aussi le moment des achats de vêtements. Avec des robes comme celle-ci, en revanche, il faut compter au moins 3 à 500 francs de budget. Le rayon homme est un de ceux qui marche le mieux. Notez que les acheteurs sont à 80% des femmes. En fait, mon père, il est plus âgé forcément, et en fait, on ne connaît pas du tout les goûts. Vous allez peut-être nous aider en fait. Là, vous avez déjà choisi le bleu pour la chemise. Voilà, je choisis le bleu, je cherche la cravate, mais je ne connais pas les couleurs de ses costumes. Les rayons des femmes auront été les moins fréquentés cette année. C'est la douceur de l'automne, paraît-il, qui explique ce comportement. Mais pour l'ensemble des achats... de la chaîne, nos résultats sur les 12 premiers jours du mois de décembre sont en progression à peu près de l'ordre de 10%. Comme ces dernières semaines, dans les grandes villes, malgré leurs difficultés, les clients sautent au rendez-vous des achats de Noël. Et dimanche prochain, les magasins seront ouverts. En Corse, après l'enlèvement par des malfaiteurs d'une commerçante lundi dernier, la famille lance un appel aux ravisseurs et assure que la rançon est prête. Philippe Visserias. Depuis lundi soir, plus personne n'a de nouvelles d'Yveline Bensoussan. Les jours passent et le mystère s'épaissit.
la plus grande discrétion entoure l'enquête. À la demande de la famille, aucune prise de vue n'a été faite de la villa où résident Paul et Yveline Bensoussan, quelque part sur les hauteurs d'Ajaccio. Mais ce soir, la mère de la victime a tenu à lancer un appel aux ravisseurs. Et je voudrais surtout, mon gendre et mes petits-fils, je voudrais surtout avoir des nouvelles, savoir, au moins entendre sa voix et savoir qu'elle est vivante. Parce qu'on ne peut plus supporter. Il nous avait promis de nous donner des nouvelles mercredi, on n'a toujours rien, toujours. Le kidnapping n'aurait duré que quelques minutes, du travail de professionnel. Lundi soir, 2 ou 3 hommes cagoulés ont fait irruption dans la villa Cossu que le couple venait de se faire construire. Paul Bensoussan est vite neutralisé, sa femme est emmenée. En partant, les ravisseurs laissent un message, ne prévenez pas la police. Plus tard, par téléphone, ils vont demander une rançon de 600 000 francs. Depuis mardi, la boutique de prêt-à-porter que Paul et Yveline Bensoussan possèdent dans le centre-ville d'Ajaccio est fermée. Le couple, originaire de région parisienne, s'était installé en Corse il y a quelques mois. Aujourd'hui, les commerçants du quartier sont sous le choc. Ils s'étaient repliés sur Ajaccio parce qu'ils avaient apprécié la Corse et les Corses et qu'elle, au contraire, elle se sentait vraiment en sécurité. C'est la première fois que ce type d'enlèvement se produit en Corse. L'enquête a été confiée au SRPJ d'Ajaccio qui n'exclut aucune piste. Quant à la famille de la victime, elle aurait déjà rassemblé les 600 000 francs de la rançon. À Rennes, cet après-midi, manifestation de soutien à la famille d'un étudiant tué d'un coup de couteau à la fin du mois dernier. Le père du jeune homme, entouré de son épouse et de ses 2 filles, s'est exprimé. On l'écoute. Monsieur le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, vous avez le pouvoir qui vous donne droit d'assurer correctement la sécurité. Alors, faites en sorte que cette faune armée de couteaux utilisés à maintes reprises, cesse de tous nous narguer. Vous et nous, ça devient intolérable. Pour lutter contre la délinquance financière, la justice devrait se doter d'une cellule spécialisée. Plus de 200 personnes seraient regroupées d'ici un an, une véritable structure économique et financière qui répond aux attentes des magistrats chargés d'affaires sensibles. Olivier Caroff. Un juge d'instruction dans un petit bureau, seul face à d'énormes dossiers de corruption ou d'escroquerie. Il y a un mois, Eva Joly, en charge de la monumentale affaire Elf, tirait la sonnette d'alarme. Trop peu de moyens, pas assez de place, impossible de travailler dans ces conditions. Au ministère de la Justice, on a reçu le message. Avant la fin 98, les juges parisiens spécialistes de ces affaires auront un nouveau local entièrement dédié à la lutte contre la grande délinquance financière. Fini les dossiers qui s'entassent un peu partout, place aux systèmes informatiques et au travail en équipe. 200 personnes feront partie du pôle. Elisabeth Guigou propose en effet de regrouper tous les magistrats spécialisés. Autour d'eux, un bataillon d'assistants de justice, des jeunes diplômés qui les aideront à préparer les dossiers. Autre renfort envisagé, des conseillers extérieurs pour qui la haute finance internationale n'a plus aucun secret. Ce pôle financier est pour l'instant réservé à Paris, mais il séduit aussi certains magistrats de province, comme à Lyon, la ville où ont été instruites les affaires noires et Carignan. Tout cela, à mon avis, doit créer une force de frappe utile pour combattre la délinquance économique et financière, qui est quand même extrêmement spécialisée, qui a des formes très variées et puis qui est transfrontalière. Donc je crois que c'est quelque chose de capital. Vous savez, on ne combattra pas cette forme de délinquance en y allant de façon isolée et sans rapprocher les points de vue et les compétences. La méthode a déjà prouvé son efficacité en Italie. Il y a 5 ans, le juge Di Pietro lançait l'opération Main propre. Son objectif, décapiter la mafia. Avec quelques magistrats, une batterie d'ordinateurs et une armée d'assistants, le pool anti-mafia a traîné devant les tribunaux des centaines de corrupteurs et de corrompus. Le skinhead, reconnu coupable du meurtre d'un jeune beurre de 19 ans, a été condamné hier soir à 18 ans de réclusion criminelle. L'avocat général de la Cour d'assises de la Seine-Maritime avait demandé de retenir la thèse du meurtre raciste, réclamant une peine de 20 ans de réclusion. Au Pays Basque, des dizaines de milliers d'Espagnols dans la rue pour dire leur indignation après le meurtre d'un conseiller municipal par l'ETA. Il s'agit de la plus grande manifestation publique depuis l'assassinat en juillet dernier d'un autre conseiller, Miguel Ángel Blanco. Sur place, Richard Binet, Christophe Vignal. La rue comme ultime rempart contre la violence.
Plusieurs dizaines de milliers de manifestants cet après-midi à Saint-Sébastien. Contre les extrémistes contre la mort, celle de José Luis Casso, assassiné jeudi dernier par l'ETA, une balle dans la tête, tirée à bout portant. Tout ça, c'est insupportable. Il était là pour aider les gens. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ce sera un autre. En juillet dernier, José Luis Casso donnait sa dernière interview. Il se sentait menacé, mais malgré les avertissements et les menaces de toutes sortes, il a poursuivi son combat contre la violence. 8 heures après l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, ils m'ont menacé de mort. Vous voyez, c'était très rapide. Ils m'ont envoyé ma photo avec une cible dessinée sur le visage. Ils ont dit, le suivant, c'est toi, en précisant mon nom, bien sûr. C'est on ne peut plus direct comme menace. Devant le cercueil de José au cimetière ce matin, il n'y avait que la famille et quelques membres du gouvernement. Personne ne voulait y croire, mais une fois de plus, les extrémistes ont mis leurs menaces à exécution. Au Pérou, reconstitution par les forces de sécurité de l'assaut lancé en avril dernier, opération qui mit fin à l'une des plus longues prises d'otages, puisqu'à l'intérieur de l'ambassade du Japon, 71 otages avaient été retenus captifs pendant 4 mois. 140 hommes en tenue de camouflage ont donné l'assaut contre une réplique de l'édifice en briques et en ciment, et ce sont les soldats qui ont pris la place des otages. Une mise en scène retransmise en direct à la télévision, une campagne gouvernementale pour saluer l'action des forces de l'ordre. L'héritier de Fiat, le jeune Giovanni Agnelli, est décédé aujourd'hui à l'âge de 33 ans. Celui qui aurait pu être à la tête de l'empire Fiat, neveu du célèbre patron de la firme, est mort des suites d'une forme rare de tumeur abdominale. Au Luxembourg, les 15 sont parvenus à un accord sur le processus d'adhésion. L'élargissement aux pays de l'Est et à Chypre devrait se mettre en place progressivement. Le point avec Yannick Letranchant et Françoise David. Une Europe élargie qui cherche encore ses marques après avoir longtemps piétiné. La photo de famille, enfin, de l'Europe de demain. Ensemble, les 15 et les 11 pays candidats à l'adhésion, moment historique souligné par la France. L'unification de l'Europe a fait un pas important, supplémentaire, avec le nouvel élargissement qui a été décidé. De 10 pays plus Chypre, et avant, je l'espère, que le reste de l'Europe puisse nous rejoindre et nous permettre de former ainsi une vraie famille, un continent uni, seul en mesure d'assurer la paix qui nous a fait tant défaut pendant des siècles. Satisfaction aussi du président tchèque Václav Havel. Le feu vert a été donné pour l'ouverture à l'Est, 8 ans après la chute du mur de Berlin. L'adhésion se fera en 2 étapes. 30 mars 1998, 6 pays négocieront leur ticket d'entrée. Chypre, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, l'Estonie et la Pologne. La chose principale, c'est la compréhension que nous participons dans un changement à la fin du siècle qui, d'une certaine façon, est la fin de la dernière guerre. Les 5 pays qui n'ont pas été retenus cette fois-ci et dont certains ont manifesté à Luxembourg devront revoir leur copie économique, comme la Roumanie, leur copie démocratique, comme la Slovaquie. L'ouverture, décidée aujourd'hui, représente un coût et l'Union européenne n'a pas l'intention d'augmenter ses dépenses. Il faudra donc faire des économies, les budgets agricoles et d'aide aux régions pourraient être touchés. Mais un tel arbitrage n'était pas à l'ordre du jour de ce sommet du Luxembourg. Nous rejoignons en direct Christian-Marie Monod. Ce sommet s'annonçait fastidieux, difficile. Apparemment, les 15 ont joué le jeu et supprimé la ligne de séparation entre l'Ouest et l'Est. Bonsoir Béatrice, en quelque sorte c'est cela. Les jeunes Européens retiendront cette date. 13 décembre 1997, l'Europe des 15 décide en effet de s'élargir, donc peut-être passer à 21, voire 25 dans quelques années. Quant à la Turquie, l'opposition grecque d'une part et son non-respect des droits de l'homme ne lui ont pas permis de prendre le train européen, ce que déplorait d'ailleurs le président Jacques Chirac, estimant qu'il fallait très rapidement rapprocher la Turquie de l'Europe. C'est à elle d'en prendre les moyens. Alors justement, au-delà de la bonne volonté affichée, à quel prix se fera cet élargissement et qui va payer ?
Voilà la bonne question, c'est là où le bas blesse. Quand vous agrandissez votre maison, vous décidez donc à travers un devis d'un financement. Le devis concernant l'élargissement, on le connaît, 2 fois le plan Marshall. Les moyens de financer ces 2 fois le plan Marshall, on ne les connaît pas bien. Vous comprendrez pourquoi les agriculteurs sont inquiets. Et d'ailleurs, Tony Blair, le Premier ministre britannique, le troublion en quelque sorte un petit peu de ce sommet, qui va assurer très prochainement la présidence de l'Union européenne, a annoncé qu'il souhaitait qu'on réforme cette politique agricole, ce que ne veut pas entendre du tout le président Jacques Chirac. La présidence européenne, c'est l'année prochaine, les difficultés vont commencer. Merci Christian Marimonneau. L'Assemblée nationale reprendra demain matin les débats sur l'immigration. Les députés ont adopté ce matin tôt un article durcissant la répression des filières clandestines. Reste que le débat sur l'immigration a provoqué la réprobation des écologistes qui ont décidé de boycotter les débats. Ils menacent de voter contre le texte de Jean-Pierre Chevènement. Les élus écologistes ont d'ailleurs quitté l'hémicycle, dont Noël Mamère. Dans un instant, nous recevrons Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Le RPR tenait aujourd'hui son conseil national. La mobilisation de tous à l'ordre du jour avant les régionales. Philippe Séguin concrétise la rénovation du parti après avoir écouté les militants. Un certain nombre de changements. Reportage Jeff Wittenberg, Jean-Paul Chausset. Des femmes, beaucoup plus de femmes pour incarner le mouvement gaulliste. Philippe Séguin l'avait promis, elles seront 19 en tête de liste RPR aux prochaines régionales. En fait, ici, ils en sont tous convaincus. Il y a aujourd'hui du nouveau. Voilà une bonne nouvelle. Le changement, c'est d'abord la fin de la ligne unique. Comme au Parti socialiste, voici le temps des contributions. On connaît celle de Pierre Lelouch, qui prône une ligne libérale, ou celle de Michel Barnier, pro-européenne. Pour la première fois au RPR, il y a débat. C'est bien que le mouvement réfléchisse au fond et écoute les expériences de chacun. On écoutait plus facilement et plus directement les directives du chef. Là, je crois que c'est toute la base qui a discuté et qui a dit attention, maintenant vous ne pouvez pas faire ça de nous. Ouais, il est bon qu'on refasse un peu le point et c'est ce que va faire Philippe Séguin et je m'en félicite. Ce matin, même Alain Juppé, absent de quasiment toutes les réunions du RPR depuis 6 mois, était là, comme pour donner un coup de pouce à la rénovation menée par Philippe Séguin. Il y a eu le bon résultat du premier tour des élections partielles dimanche dernier. Il y a eu le débat sur l'immigration et la nationalité. C'est en attaquant toujours plus fort le gouvernement que la droite estime s'être requinquée. J'ai la conviction que les Français commencent à comprendre que le gouvernement est un gouvernement enfermé dans le plus étroit des dogmatismes. Ce ne sont plus des éléphants qui nous gouvernent, ce sont carrément, et pour le coup, de jeunes mammouths. Fin janvier, à l'occasion de ces assises, le RPR pourrait changer de nom pour devenir en un seul mot le Rassemblement. En mars, il y aura le test des élections régionales et c'est seulement là, en fonction de ces résultats, que le mouvement gaulliste saura si la réforme a porté ses fruits. Selon un sondage Louis Harris, la cote de popularité de Lionel Jospin est en hausse de 3 points par rapport à novembre, avec 60% des Français qui jugent l'action politique du chef du gouvernement plutôt positive. La cote de popularité de Jacques Chirac est en légère baisse, avec 53% d'opinion positive, soit une baisse d'1 point, mais elle progresse parmi les seuls sympathisants de la droite. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Un mot de commentaire tout de suite sur ce sondage. Philippe Séguin et Édouard Balladur avaient ces derniers jours multiplié les attaques contre la cohabitation. Reste que les Français ont l'air plutôt d'approuver, si j'en crois par exemple, ce sondage. Moi je dirais que Lionel Jospin profite de ces sondages parce qu'à mon avis, à coup de projets centralisateurs et autoritaires sur les 35 heures où les textes sur l'immigration dont l'Assemblée est en train de discuter, eh bien, sa cote risque de fondre comme neige au soleil, car les projets qui nous sont proposés ne correspondent absolument pas aux défis que la France a à relever. Mais critiquer en tout cas la cohabitation, c'est d'une certaine façon critiquer la distribution. Donc c'est une évidence, vous savez, quand vous pilotez votre voiture, il vaut mieux qu'au moment où vous appuyez sur l'accélérateur, quelqu'un d'autre n'appuie pas sur le frein. On ne peut pas souhaiter pour notre pays avoir un système de cohabitation qui persiste de façon durable, alors que tous les autres ont la durée justement qui leur permet de mener des politiques et d'avoir des résultats. C'est bien un problème qui se pose pour la France, spécifique. Alors venons-en justement à ce Conseil national du RPR. La reconstruction ou la rénovation en tout cas était au menu avec un changement de nom, donc il s'appellera sans doute le Rassemblement. Est-ce que vous pensez que les Français sont véritablement préoccupés par cette rénovation et qu'ils n'attendent pas plutôt une vraie reconstruction de toute l'opposition? Non, mais bien sûr que les Français, dans leur vie quotidienne et face aux difficultés qui sont les leurs, ont d'autres préoccupations que notre propre rénovation. Et pour autant,
celle-ci était importante. Qu'est-ce que nous avons fait toute cette journée? Premièrement, on a choisi des bons candidats pour les prochaines régionales. Plus de femmes, plus de jeunes, plus de renouvellement. Les 2/3 des candidats sont des candidats tout neufs. On a changé beaucoup de choses. Deuxièmement, on a dit quoi? Nous ne voulons que plus d'une seule personne ne se dise, avant d'adhérer au Rassemblement pour la République, eh bien ça ne servira à rien, on ne nous écoutera plus, on ne nous entendra plus, on ne dirige pas une formation politique comme on pouvait le faire il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Il faut du débat, il faut de la démocratie, il faut de la transparence. C'est ce que nous avons fait. Et enfin, c'est une réponse, c'est la refondation de notre projet politique. Nous disons à tous les électeurs qui nous ont quittés, plus parce que nous les avons déçus, nous avons donné le sentiment de ne pas défendre assez nos valeurs et nos idées. Nous leur disons que maintenant ce temps est fini, que nous amorçons la reconquête, que nous refondons un projet politique et qu'il y a aujourd'hui une alternative à la gauche. Eh bien, c'est nous qui l'incarnons. Alors, des questions très concrètes, notamment parce que les prochaines échéances électorales sont les régionales. Vous avez dit pas d'alliance avec le Front National. Alors, question vraiment très claire. Que ferez-vous des déviants s'il y en a? Que ferez-vous des dissidents? Réponse très concrète. Nous voulons récupérer les électeurs qui ont voté pour le Front National, non pas parce qu'ils croient dans les thèses ou dans les agitations de M. Le Pen, mais parce que nous les avons déçus. Nous leur disons, le vote pour le Front National, c'est une impasse. Et parce que moi-même je me sens de droite, je n'ai pas de complexe à affirmer qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Si nous avons la majorité absolue ou la majorité relative, eh bien il y aura l'un des nôtres qui sera candidat à la présidence de la région, sinon non. Pourquoi on n'ira pas? Parce que nous voulons aller à la tête des régions pour appliquer notre politique. Et si nous n'avons pas les moyens d'appliquer notre politique, nous ne le ferons pas. Et personne ne sera candidat avec l'étiquette du Rassemblement pour la République s'il passe une alliance avec qui que ce soit et que nous ne soyons pas en accord avec cette stratégie. Dominique Strauss-Kahn, hier, dans Le Monde, semblait mettre en doute cette décision de ne pas s'allier avec le Front National. Mais franchement, que vous lui répondez-vous? Ce n'est pas une attaque ad nominem contre Dominique Strauss-Kahn, contre qui à titre personnel je n'ai rien. Mais franchement, s'il y a une formation politique qui n'a pas de leçon à donner en la matière, c'est bien le Parti Socialiste. Pendant des années, François Mitterrand agitait l'affaire du vote des immigrés aux élections pour faire monter le Front National. Et encore aujourd'hui, la légalisation qui se prépare de dizaines de milliers de clandestins n'a comme seul but que de faire monter le Front National. Donc franchement, ce sont des polémiques qui n'ont aucun intérêt, mais en la matière, le Parti Socialiste, me semble-t-il, s'agissant du Front National, ferait bien d'être discret. Pour autant, je sais bien que c'est à nous, à la droite républicaine et parlementaire, qu'il appartient de retrouver la confiance de ces électeurs qui sont partis au Front National. Toute petite question pour finir. Vous avez dit on va féminiser. Vous avez également dit que le parti allait changer un peu son système de fonctionnement, peut-être plus démocratique. Et on a le sentiment que ça ressemble beaucoup au fonctionnement du Parti Socialiste, là, en tout cas dans ces deux cas. Bah écoutez, féminisation, ils l'ont fait. Écoutez, je crois qu'on ne peut pas nous reprocher de tirer les conséquences de notre défaite, de regarder ce qui marche à l'étranger ou en France. 19 têtes de liste seront faites à des femmes, plus de 30% de nos candidats seront des candidates. On a renouvelé, on retrouve une identité. Je ne dis pas que le travail est fini, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut être très humble face aux électeurs. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que le Rassemblement est réconcilié, qu'il est sur la voie de la reconquête. Et ma foi, que ces élections, nous les attendons avec impatience pour nous expliquer de nouveau devant les Français et pour qu'eux-mêmes jugent les 6 premiers mois de M. Jospin. Merci en tout cas Nicolas Sarkozy d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité. La rédaction nationale de France 3 a voté aujourd'hui la poursuite de la grève jusqu'à lundi. Elle dénonce le protocole d'accord signé la veille par les partenaires sociaux de la chaîne. Les émissions avaient repris dans la nuit sur France 3 après la signature du protocole destiné à mettre fin aux 11 jours de grève. Patricia Charmelet. La crise aura été trop grave et la grève très longue, 11 jours, pour qu'il y ait ce soir à France 3 des salariés heureux. Les 8 syndicats qui ont signé la nuit dernière le protocole d'accord avec le président de France Télévisions parlent d'avancées significatives en matière de production régionale, de réduction du travail et de salaire. L'antenne a donc repris à 6 h ce matin et les programmes devraient retrouver leur cours normal dans quelques jours. Restent des gros points de crispation, quelques stations régionales qui rejettent le protocole et les rédactions parisiennes, Île-de-France et nationales qui votent la poursuite de la grève. Elles se sentent trahies par l'intersyndicale qui n'a pas attendu d'avoir les positions de toutes les régions pour signer l'accord. Déçues aussi par le contenu du protocole, en particulier sur les salaires. Ce conflit, en tout cas, l'un des plus longs de l'audiovisuel, est un signal d'alarme, au moment où le service public doit affronter la démultiplication des chaînes de télévision et à la veille d'une nouvelle loi sur l'audiovisuel.
Après la fin du sommet de Kyoto consacré à l'environnement, reportage en Chine où des lycéens de terminale contribuent à un programme américain de surveillance de l'effet de serre. Une ouverture plutôt inattendue dans ce pays largement atteint par la pollution et les pluies acides. Isabelle Béchler. Les émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre dans les centres industriels chinois se passent de commentaires. Une industrie aux technologies souvent vieillies, alimentée à l'aide d'un charbon à haute teneur en sulfure, rend l'atmosphère difficilement respirable aux habitants des villes, particulièrement à ceux qui doivent fournir un effort physique, qu'ils soient cyclistes ou travailleurs manuels. Souvent, le ciel est si blanc qu'on n'en distingue même pas les nuages. Pourtant, des lycéens de terminale branchés écologie traquent chaque jour les paramètres climatiques. Aujourd'hui, ce sont des altostratus. Dans l'abri situé dans la cour de l'école, une mini-station climatique qui fait partie du programme américain Globe Project. De quoi mesurer les températures minimales et maximales chaque jour, l'humidité de l'air et les chutes de pluie. Les élèves de terminale scientifique sont chargés de relever les données chaque jour pour suivre au plus près les évolutions climatiques. S'il y a trop de nuages, ça peut vouloir dire que la qualité de l'air n'est pas assez bonne, qu'il y a beaucoup de poussière. Et en observant l'évolution de la température, on peut déduire l'effet de serre. Ce lycée est un établissement expérimental de l'école normale de Pékin, jumelé avec le lycée Charlemagne à Paris. Il accueille les meilleurs élèves du pays et est particulièrement ouvert sur le monde. Ici, il contribue au projet américain Globe grâce à Internet. 21 autres terminales de toute la Chine saisissent chaque jour les relevés climatiques qu'un ordinateur américain collationne et analyse depuis 2 ans maintenant. Ce programme permet aux élèves d'ouvrir leur esprit et de se sensibiliser aux questions de l'environnement. Un bon élève comprend que protéger l'environnement, c'est nécessaire, non seulement pour lui, mais aussi pour toute la communauté. Demain à l'université, après-demain dans la vie active, ces adolescents portent en eux une vraie conscience écologique et ils croient absolument qu'il y a quelque chose à faire. Moi, je trouve que le problème principal, ce sont les gaz d'échappement. Et je voudrais bien faire quelque chose pour les limiter à l'avenir. Mon idéal à moi, je rêve d'inventer une énergie nouvelle et propre. Voilà une goutte d'eau dans un océan de pollution. Mais comme ces jeunes gens sont appelés à devenir des décideurs, espérons que la frénésie de développement de la Chine n'aura pas raison de leur bel idéal. Les États-Unis détiennent cette année le triste record des condamnations à mort. 73 personnes ont été condamnées à la peine capitale. Début 98, Clara Fay Tucker devrait mourir par injection dans une prison du Texas. Ce serait la première femme condamnée à mort dans cet État depuis plus d'un siècle. Philippe Gassot. Cette jeune femme d'apparence fragile a tué par 2 fois, c'était en 1984. Elle a assassiné avec son complice un couple à Houston, Texas, à coups de pioche. Un crime crapuleux. Lors de son procès, elle ne nie pas les faits commis sous l'emprise de la drogue. Elle est condamnée à la peine capitale. Elle vit depuis 13 ans dans le couloir de la mort. Aujourd'hui, toutes les possibilités d'appel sont épuisées et quand la date de l'exécution sera fixée, sans doute pour le début de l'année prochaine, elle subira la peine capitale. Mais va-t-on exécuter la même personne? Pour moi, ce qui est étrange, c'est quand je pense à ce que j'ai fait avant et que je me dis, c'est moi qui ai fait ça. Oui, j'ai tué 2 personnes innocentes. Ma vie est entre les mains de Dieu. Il prendra soin de moi comme il l'entend. Clara Tucker passera les derniers instants de sa vie ici, à 2 mètres de la salle d'exécution par injection. Elle verra sur ce réveil s'égrener ses dernières secondes. Elle pourra demander un menu spécial, prendre une douche. He is escorted in here and he gets on the gurney and is placed with his head here and his feet on this end and then strapped to the gurney. Reste une toute petite possibilité de vie, la grâce du gouverneur du Texas, bien peu probable. George Bush Jr., le fils de l'ancien président, est depuis longtemps pour la peine de mort. Aura-t-il une hésitation s'il s'agit d'une femme? Elle reste sereine, elle a changé de vie, la drogue, la prostitution, tout cela est loin derrière. Elle s'est mariée avec un pasteur, elle attend son heure.
Au Pérou, des archéologues ont découvert une momie emprisonnée dans les glaces au sommet des Andes. Il s'agit d'un jeune Inca sacrifié aux dieux il y a quelques 500 ans. À 5800 mètres d'altitude, cette momie dont la peau et les vêtements sont intacts pourra peut-être livrer de nombreuses informations, notamment sur le mode de vie de la civilisation Inca. D'après les spécialistes, on dit que ce peuple avait coutume de pratiquer des sacrifices humains dans le but d'apaiser les dieux. Les Français passionnés par la généalogie. Désormais, ils ont leur salon, puisque s'est ouvert hier à Paris la première biennale consacrée à ce loisir qui permet de retrouver ses ancêtres. Voyons l'exemple de ce mordu de généalogie. Depuis 15 ans, il a reconstitué son arbre généalogique et par le plus grand des hasards, il a découvert que Beethoven faisait partie de sa famille. Reportage Laurent Lejopp, Guillaume Fautrat. On peut descendre d'un grand compositeur de musique classique sans forcément avoir hérité de son goût pour les grandes symphonies. Bernard Dimet aime la musique traditionnelle et la vielle à roue. C'est aussi un passionné de généalogie. Il y a peu, en fouillant dans le passé du côté de certains de ses ancêtres allemands, il s'est découvert un lien de parenté avec Ludwig von Beethoven. Maria Magdalena Schetter, femme de Jacob Westorff, qui donc est mes ancêtres à la 10e génération, étaient aussi les parents donc, de deux filles, Maria Magdalena Westorff, Anna Clara Westorff. Et Anna Clara Westorff était la grand-mère de Ludwig van Beethoven. Nous sommes, comme on pourrait dire, des cousins germains. Alors, vous qui êtes musicien, ça vous fait quoi de savoir que vous êtes cousin germain avec un tel compositeur? J'avoue pas grand-chose, je l'ai même pas mis sur ma carte de visite. Je rigole, je trouve ça drôle. Et je me suis rendu compte d'ailleurs, à ma grande honte, que j'avais même pas un disque de Beethoven dans ma collection. 15 ans qu'il fait de la généalogie Bernard Dimet. De quoi accumuler quelques dizaines de documents et de photographies. De quoi remonter dans le passé des siècles en arrière. Ici, c'est une photo de mon grand-père paternel, et là de ma grand-mère maternelle, donc sa femme qui est assise sur son fauteuil. Celle qui, justement, descend de Ludwig. Je suis remonté jusqu'à la 14e génération dans certaines branches de ma famille. La famille Guyotel, et je suis allé jusqu'à des Mouron en 1570. Dans sa jeunesse, Bernard Dimet a parcouru le monde et a ramené une foule de souvenirs. Désormais, il parcourt le temps vers des racines parfois insoupçonnées. La généalogie est un voyage immobile. Pour aider les enfants atteints de malformations cardiaques, le Cross du Figaro soutient officiellement un parcours du cœur auquel ont participé aujourd'hui plusieurs vedettes du sport français. Sur le parcours du Cross du cœur, Cyril Deveau, Jean-François Becquet. On est des vrais sportifs, faudrait venir voir. On part, ciao. Des vrais sportifs de la pelote basque ou du hockey sur gazon. 24 heures avant la course vedette du Figaro, ils sont tous en rouge pour la course des vedettes, le premier cross du cœur. 700 champions, 20 fédérations, mobilisés pour faire connaître Mécénat Chirurgie Cardiaque, l'association qui soigne le cœur des enfants du tiers-monde. Nous récoltons de l'argent et dès que nous avons 50 000 francs, nous savons que nous pouvons prendre en charge un enfant. On les fait venir, on les opère, on les guérit et on les renvoie chez eux avec un petit cœur tout neuf. Comme le nageur Stéphane Caron, les champions ont le cœur sur la main. C'est pour ça qu'ils ont couru les 4 km et ça n'a pas été facile. J'ai pas raté ma vocation, c'était bien la natation et pas la course à pied. Un peu vite au départ, mais l'objectif c'est quand même d'aller au bout, de se faire plaisir et si possible faire moins de 20 minutes. Alors je crois que tout est réussi. C'est un effort qui est un petit peu traumatisant pour nous, quoi. Donc on est un peu à la peine par rapport aux autres là-dessus. Pour la première fois, chacun des 20 000 participants du cross de demain pourra faire don de ses 50 francs d'inscription. Il faut 1000 coureurs pour espérer sauver un enfant. En football, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de la Ligue ont eu lieu aujourd'hui. 6 rencontres mettront aux prises des équipes de première division. Choc de ces 16e de finale, le match PSG-Lyon au Parc des Princes. Les rencontres seront retransmises début janvier sur France Télévisions. Dans quelques jours, ouverture à Los Angeles du plus grand musée privé du monde. Défi de l'architecture,
Le centre, qui porte le nom du célèbre milliardaire, est installé sur un site de 45 hectares. Un campus culturel à la mesure de la beauté des collections d'art. Visite guidée, Sébastien Vibert, Philippe Gassot. Vu du ciel, l'endroit a des allures de cité fantastique, mystérieuse forteresse d'un royaume de science-fiction. Il s'agit en fait du plus grand centre culturel privé du monde, accessible uniquement par tramway électrique. Un musée, 5 instituts de recherche artistique, un auditorium, une librairie, mais aussi un restaurant et 2 cafés. L'addition, 6 milliards de francs. Pas moins d'1 300 000 visiteurs sont attendus chaque année pour une véritable immersion dans la lumière de Californie. Quand je suis venu ici pour la première fois et que j'ai arpenté le site, j'étais enthousiasmé par la qualité de la lumière. Une lumière intense, forte, dure quelquefois. Et ici, dans ce musée, on contrôle cette lumière. Le centre porte le nom d'un amateur d'art, Paul Getty, qui devint milliardaire grâce au pétrole. Une collection, peintures, sculptures, mobilier, tapisseries, estimée aujourd'hui à 24 milliards de francs. Parmi les 400 tableaux de maître, il y a quelques chefs-d'œuvre, comme les iris de Van Gogh par exemple. Les amateurs de sculpture gréco-romaine ou d'art décoratif, mais aussi d'architecture monumentale, pourront donc découvrir le site dès la semaine prochaine. Ici, les heures de visite peuvent être réservées. Tout est déjà complet jusqu'en février 98. Musique maintenant avec le roi du reggae, Bob Marley, sorti de ses inédits d'avant la gloire de l'artiste. Les années difficiles, retour au son authentique de l'artiste, Jean-Jacques Dufour. Les Jamaïcains sont comme les oiseaux, rien ne peut les empêcher de chanter. Dans le ghetto, quand on en a rasté à la frange de la misère, de la violence ou du chômage, on reste gai ou plutôt reggae. Ça soulage. Le reggae, c'est toujours le meilleur ambassadeur de l'île. D'ailleurs, à Kingston, le seul endroit qui soit considéré comme touristique par les guides du même nom, c'est le musée Bob Marley. Marley statuifié, Marley visité, Marley vénéré. Bob Marley n'est pas vraiment mort. Il a simplement quitté son enveloppe charnelle. Parce que Marley, c'est un prophète. Et le reggae, il ne mourra jamais. Parce que le reggae, c'est l'amour. 16 ans après sa mort, le prophète a toujours des millions de fans. Ce Français en fait partie. Journaliste, musicien, il adore surtout le Marley des années rebelles. Une passion qui l'a conduit à éditer tout ce que les Wailers enregistrèrent entre 67 et 72, à l'époque de la vache enragée. C'est les années du ghetto, c'est les années de Bob Marley quand il n'était pas connu, c'est-à-dire qu'il vivait dans les bidonvilles de Kingston, quand il vivait vraiment très difficilement, quoi. Et évidemment, c'est de la soul, c'est-à-dire que la Jamaïque est côté des États-Unis à la fin des années 60, c'était quoi? C'était les Black Panthers, c'était Che Guevara, c'était James Brown, bon voilà, la lutte pour les droits civiques américaines, et les Jamaïcains s'identifiaient complètement à ça, quoi. Donc ça fait partie de cette époque. Ressusciter le Marley des années noires ne fut pas chose aisée. Il a fallu débrouiller les histoires de droit, retrouver les bandes originales ou à défaut les 45 tours d'époque. Et puis aussi restaurer parce que les galettes de vinyle des années 60, ça gratte un peu. Le résultat, c'est 11 albums au son très jamaïcain. Un son qui donne envie de danser, un retour aux sources du reggae. Oui, tu sais, le reggae, c'est une musique spéciale, secrète. C'est une musique pour l'esprit, pour l'âme. Tu comprends? Le reggae, c'est la nourriture de l'âme. À propos d'âme, celle de Bob Marley, elle est là, à l'intérieur de ce mausolée. Oui, c'est là que Bob Marley dort. Ces 2 anges noirs, ce sont les anges gardiens de Bob. Ils protègent le temple. Les anges veillent, les visiteurs visitent, les éditeurs éditent et nous on écoute. Allez, tout va bien. Salut Bob.
L'écrivain Claude Roy est décédé ce matin à l'âge de 82 ans, auteur d'une œuvre littéraire importante, poète, critique, mémorialiste. Ses derniers ouvrages évoquaient les peintres Balthus et Picasso. Claude Roy avait été atteint d'un cancer du poumon en 1982, une maladie qu'il avait relatée dans son livre Permis de séjour. Ainsi se termine cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. En Corse, après l'enlèvement d'une commerçante lundi à Ajaccio, l'appel de son mari au ravisseur. La justice devrait se doter d'une cellule spécialisée pour traiter de la grande délinquance financière. L'URPR, lors de son conseil national, entame sa rénovation. Philippe Séguin appelle à la mobilisation à 3 mois des régionales. Nicolas Sarkozy, sur ce plateau, réaffirme qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko, 20h50, Faites la fête, présenté par Michel Drucker. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Anne Sinclair. À midi, Polémique, Michel Cotta aura comme invité Jean-Marie Le Pen et Marc Blondel. Je vous retrouve demain à 20h. Excellente fin de soirée sur France 2.